aux organisateurs du colloque qui ont voulu, je sais pas, terminer le colloque avec des accents Marseillaise. De la Marseillaise, oui, puisqu'il s'agissait d'être aux armes sociologues, et qui m'ont collé un titre d'ailleurs, le salariat, une arme révolutionnaire. Mon titre, ce serait plutôt le salariat comme classe révolutionnaire. Le salariat comme classe révolutionnaire, et je vais tout de suite énoncer mon propos en définissant le salariat comme une classe constituée à partir des institutions du salaire socialisé et se mobilisant pour leur généralisation contre les institutions du capital. Et je vais reprendre ces différents éléments. Une classe constituée à partir des institutions du salaire socialisé, se mobilisant pour leur généralisation contre les institutions du capital. Une classe. Alors une classe, c'est-à-dire une partie prenante au conflit irréductible sur la valeur économique. Par une lecture non seulement du capitalisme, mais de nos sociétés en général, comme marquée par un conflit irréductible qui porte sur la valeur économique et qui définit des classes en lutte, puisque ce conflit est irréductible. On ne peut pas définir de classe en dehors de la lutte de classe, avec une classe dominante parce qu'elle maîtrise la valeur économique, et une classe dominée parce que sans maîtrise sur la valeur économique. Il ne s'agit donc pas des classes au sens où on aurait une liste de catégories sociales, hein, dans une paraphrase des catégories socio-professionnelles, hein, où il s'agirait de, je sais pas quoi, d'agglomérer entre elles pour faire des classes, des groupes sociaux. Hein. Il ne s'agit pas de cela du tout, et il s'agit de réserver le terme de classe à cette partie prenante du conflit irréductible sur la valeur économique. Ce qui ne rend pas du tout invalide, loin de là, les travaux sur les groupes sociaux, hein, mais ce ne sont pas des travaux sur les classes sociales. Valeur économique, peut-être faut-il passer un tout petit peu de temps autour de ce terme. Il y a deux univers de la production. Vous avez la production de valeur d'usage. Ça, c'est le travail concret qui va produire tel bien et service. Et puis, pour une partie de cette activité de travail concret, la production de valeur économique. Si je fais un café entre amis, je produis une valeur d'usage. Si je le fais comme salarié d'un restaurateur, je produis la même valeur d'usage et une valeur économique. C'est l'autre univers de la production, celui de la valeur économique. Et lorsque je vais parler de qualification à ce propos, je renverrai à la valeur économique, c'est-à-dire au travail abstrait et non pas au travail concret. Quelqu'un peut être chaudronnier, ça c'est son diplôme, il a une certification, il sait faire quelque chose, le diplôme renvoie au travail concret, à la valeur d'usage, ça c'est un des univers de la production, le travail concret, la valeur d'usage, la certification, on est chaudronnier, on est comptable. Et puis vous avez l'autre univers de la production, celui de la lutte de classe précisément, qui est la valeur économique, le travail abstrait, qui va se traduire, par exemple, par le fait qu'on est qualifié ouvrier professionnel 2. Ouvrier professionnel 2, ça ne nous dit rien sur ce que nous faisons de concret, ça nous qualifie, c'est-à-dire que ça nous situe par rapport à la production de valeur économique et du coup au salaire, hein, puisque la valeur économique
va s'exprimer en monnaie et se répartir entre profit et salaire. Là, nous sommes dans l'univers de la qualification. Ce chaudronnier, il sera OP2. Cette comptable, elle sera cadre B, deuxième échelon de la fonction publique, ou que sais-je encore. Cadre B, deuxième échelon, ça ne nous dit rien non plus sur le travail concret, mais ça nous dit quelque chose sur la qualification, sur la valeur économique, sur le salaire. Toute activité, si elle s'inscrit dans la valeur économique, a donc deux faces, une face de valeur d'usage, une phase de valeur économique, une phase de travail abstrait, une phase de travail concret, et c'est exclusivement au travail abstrait que je m'intéresse lorsque je réfléchis sur le salariat comme classe révolutionnaire. La valeur économique, c'est l'enjeu de la lutte de classe parce qu'elle est l'objet d'un conflit irréductible qui définit la valeur, qui mesure la valeur, qui décide de la production de la valeur, qui dit ce qui a valeur et ce qui n'a pas valeur, a le pouvoir, et en particulier le pouvoir de ponctionner une partie de la valeur produite par le travail d'autrui. Et toutes les sociétés reposent sur ce conflit de pouvoir entre ceux qui ponctionnent une partie de la valeur économique et ceux qui la produisent sans la maîtriser. Évidemment, la valeur économique est une convention qui dépend de l'évolution historique de ce conflit de pouvoir dans le partage entre ce qui, dans les valeurs d'usage, a ou pas valeur. Dans les sociétés non capitalistes, la capacité d'une minorité de maîtriser la définition de la valeur et de ponctionner une partie de la valeur produite par la majorité s'exprime dans un rapport social naturalisé qui va être, par exemple, le rapport entre les prêtres et les paysans. Naturalisé, les paysans ne travaillent pas, si vous lisez la poésie antique, les paysans chantent la gloire de Dieu. Ils chantent la gloire de Dieu et ils engraissent les prêtres. C'est sur la différence de statut social entre les prêtres et les paysans que repose l'extorsion de valeur. De même, le vassal et son seigneur, le vassal ne travaille pas, il a un rapport spécifique avec son seigneur, lequel lui doit protection, que sais-je encore. De même, le pater familias et la gens, de même, la caste dominée, la caste dominante, le clan dominé, le clan dominant. Bref, les sociétés non capitalistes expriment le conflit essentiel aux rapports sociaux, c'est-à-dire le conflit sur la valeur économique, dans l'inégalité des statuts sociaux. Le capitalisme, qui se constitue très lentement, il faut des siècles pour qu'il se constitue, va plutôt établir cette ponction par une minorité de la valeur produite par une majorité, qui est le cœur de toute construction de société, sur la base de l'égalité en droit des personnes. C'est le seul mode de production qui n'a pas besoin de l'inégalité des statuts sociaux. Je ne dis pas qu'il ne les utilise pas pour, de la plus-value extra ou quoi que ce soit. Il n'en a pas besoin du tout. Et c'est d'ailleurs pour cela que la lutte pour l'égalité des statuts sociaux n'est pas une lutte anticapitaliste, ce n'est pas le fonds de commerce du capitalisme. Le capitalisme va être capable
d'offrir à la classe capitaliste la ponction sur la valeur économique par d'autres institutions que l'inégalité des statuts. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs, car son caractère, le fait qu'il débarrasse les individus de la détermination par leur naissance, ce qui est le fait de toutes les autres sociétés, est évidemment une source d'adhésion tout à fait considérable. Comment s'opère la ponction de la valeur dans une société d'égaux qui en plus échangent des équivalents, puisque Marx montre que c'est en aucun cas le vol, c'est par la sphère de la circulation que peut se faire cette extraction de la valeur. Pour qu'il soit possible pour une minorité de ponctionner la valeur, d'exercer la violence sociale propre à la valeur économique, que nous retrouvons dans toute société, il a fallu mettre en place très lentement, ça a pris plusieurs siècles, 4 institutions. La première, c'est la valeur travail, c'est la mesure de la valeur par le temps de travail abstrait. C'est tout à fait progressiste. Si on pose le travail abstrait comme mesure de la valeur, c'est ce qui libère les personnes du fait d'être neveux de leur oncle, vassal de leur seigneur, paysans du temple, et que sais-je encore, femmes de leur mari, ou que sais-je encore. L'abstraction, plus exactement la médiation qu'introduit la définition de la valeur par le travail abstrait, permet de sortir le conflit de valeurs du conflit naturalisé du rapport naturalisé qu'est le fait d'être, encore une fois, paysan d'un temple ou vassal d'un seigneur. Mais cette émancipation que représente le travail abstrait va peser très lourdement et être particulièrement mortifère dès lors que c'est le temps qui va mesurer ce travail abstrait. La mesure du travail abstrait par le temps aboutit à ce qui a été énoncé dans plusieurs des ateliers depuis mercredi, à savoir depuis jeudi, à savoir l'élimination du travail vivant, la baisse du taux de profit, les tendances à la baisse pour contraire les choses, etc., etc., etc. Enfin, des éléments totalement mortifères qui dans les pays capitalistes les plus anciens trouvent aujourd'hui leurs formes les plus abouties. La deuxième institution qu'il a fallu également construire très lentement, oui, la construction très lente, lorsque la bourgeoisie se pose face aux détenteurs antérieurs de la définition de la valeur, que ce soit l'Église, que ce soit les princes, que ce soit ceux-là, eh bien, on fait un beffroi et on colle l'horloge sur le beffroi, mais discipliner les dominer autour du temps de travail a été une très très longue affaire qui n'aboutit dans nos pays qu'au XXe siècle globalement. Deuxième institution qui va être mise en place pour extraire de la valeur au bénéfice d'une minorité dans une société d'égaux en droit, c'est le droit de propriété lucrative. Là encore, c'est une construction extrêmement lente qu'il va falloir faire contre l'Église, par exemple, avec le taux d'intérêt, contre des tas d'institutions qui définissaient la valeur avant que ce soit la bourgeoisie. Et cette lente conquête aboutit donc au droit de tirer un revenu d'un patrimoine.
La propriété d'un permet d'en tirer un revenu. Là, c'est le droit de propriété lucrative. La troisième institution, qui est d'ailleurs tout à fait corrélée avec les précédentes, les deux précédentes, bien sûr tout ça fait système, c'est le marché du travail et la force de travail. Les non-propriétaires vont être contraints d'objectiver une partie de ce qu'ils sont, c'est-à-dire précisément ce qui a à voir avec la production de valeur économique chez eux, dans une marchandise qu'ils vont porter sur un marché comme demandeurs d'emploi. Et cette marchandise est mesurée par le temps de sa production, confrontée au temps de son usage, pour que la différence des temps, si le produit en tout cas est vendu, un produit qui n'est pas un produit banal, qui est une marchandise produite selon la loi de la valeur, sous la dictature du temps de travail, bien sûr, est à la source du profit. Et c'est ainsi que des égaux, dans des échanges d'équivalents, permettent la reproduction, la poursuite, sur un autre terrain, sous une autre forme de la violence sociale propre à toute valeur économique. La quatrième institution, c'est la création monétaire par crédit bancaire. C'est pratiquement la dernière qui soit apparue. Elle ne s'est vraiment affirmée que depuis 50 ans. L'exclusivité bancaire de la création monétaire, le fait que la reconnaissance que nous produisons de la valeur économique fasse de nous des endettés. Or, il se trouve, et là, c'est précisément ce qu'une sociologie historique nous enseigne, que très pragmatiquement, une convention alternative à la convention capitaliste du travail et de la valeur, vous voyez que c'est la même chose, et travail, ce qui produit la valeur économique parmi nos activités. Donc, convention capitaliste du travail, convention capitaliste de la valeur, c'est la même chose. Il se trouve qu'une convention alternative s'est créée, et je vais en donner la forme qu'elle prend dans les pays bismarckiens, parce qu'elle prend d'autres formes dans d'autres pays, mais j'ai étudié surtout les pays bismarckiens, et je voudrais montrer les possibles émancipateurs qu'offre cette convention alternative, que je vais appeler convention salariale, parce que c'est le conflit sur le salaire qui a conduit à la mise à l'élaboration conflictuelle d'institutions alternatives qui n'en sont qu'à leur début. En gros, ça a démarré après la Première Guerre mondiale, globalement, dans les pays bismarckiens. Donc on est un petit peu avant en Allemagne, mais ça ne s'est vraiment affirmé qu'après. Donc on est là sur une construction séculaire, à peu près, quand on pense qu'il a fallu 5 siècles pour la construction du capitalisme. Évidemment, la révolution n'est pas une affaire de grand soir. C'est une affaire le fait d'imposer progressivement des institutions révolutionnaires parce que subvertissant les institutions du capital. Que s'est-il construit de subversif de la valeur travail? Eh bien, la qualification. Et ça a été tout l'enjeu syndical, que ce soit dans la fonction publique, le tiers du PIB, le tiers c'est l'addition, un peu moins du quart du PIB en France par exemple, est produit par l'administration, c'est-à-dire que la mesure de la valeur, là, c'est la somme des salaires, c'est-à-dire la somme des grades, c'est la qualification des personnes qui mesurent la valeur, et non pas le temps de travail. Si vous prenez la cotisation sociale qui finance la production de santé, là, ce n'est pas l'impôt de l'administration finançant des fonctionnaires, mais vous avez, là encore, des
un service de santé dont la valeur est évaluée par la somme des salaires de gens qui sont d'ailleurs fonctionnaires pour une partie, mais qui peuvent être, et vous voyez que le salariat, ce n'est pas du tout le contrat de travail, qui peuvent être des médecins libéraux de secteur 1, mais qui vivent de l'institution du salaire. Nous avons ainsi une convention alternative avec la qualification du poste dans le privé, qui est construit sur tout à fait autre, qui décide du salaire, et qui est construit sur tout à fait autre chose que le temps, les responsabilités, la place du poste dans la sécurité, dans le procès de travail, alors aussi le diplôme et l'ancienneté qui peuvent, eux, renvoyer au temps, mais il y a bien d'autres donc considérations. Nous avons donc là une alternative à la valeur travail, qui est déjà extrêmement présente dans la valeur telle qu'elle est évaluée dans le PIB. Deuxième institution subversive, le fait que la qualification soit personnelle et qu'il n'y ait plus de marché du travail, plus de force de travail. Un fonctionnaire n'a pas de force de travail. Un fonctionnaire, il a un grade. Il ne se présente jamais sur un marché du travail. Il n'est jamais demandeur d'emploi. Ce n'est pas son poste qui est qualifié. Il n'est pas payé pour son poste. Il est payé pour son grade. C'est lui qui est posé comme producteur. C'est lui qui est reconnu comme producteur. Et donc, nous avons une institution totalement subversive du marché du travail, qui est généralisée à tous les retraités, puisque qu'est-ce que c'est qu'un retraité? Au moins dans un système bismarckien, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec une pension qui est financée par la socialisation du salaire, ni par l'impôt, ni par l'épargne. Nous avons des milliers de personnes qui aujourd'hui sont payées à vie, ne passent plus par le marché du travail pour travailler, pour produire de la valeur complètement en dehors du marché du travail. La protection sociale représente à peu près 500 milliards du PIB qui sont produits entièrement en dehors de la logique et de la valeur travail et du marché du travail. La cotisation, troisième institution, la cotisation est subversive de la propriété lucrative. Nous finançons, jusqu'en tout cas la CADES, jusqu'à le gel du taux de cotisation, nous finançons l'investissement hospitalier sans aucun appel au marché financier par une cotisation. Il faut 10% du PIB pour financer la dépense de santé. Eh bien, on affecte à des caisses 10% du PIB et on finance l'investissement. L'investissement hospitalier est un investissement très lourd et financé sans appel au marché financier. La cotisation sociale est donc une institution qui subvertit cette institution centrale du capital qu'est la propriété lucrative. Nous avons donc une convention salariale de la valeur qui est un en soi, qui demande à devenir un pour soi. Et je vais conclure sur ce point. Comment est-il possible de constituer une classe révolutionnaire à partir de ces institutions subversives de la Convention capitaliste de valeur? Et je remarque premièrement que ces institutions ont été construites par une classe révolutionnaire, la classe ouvrière. C'est-à-dire une classe qui a existé en gros entre 1920 et 1980 dans un pays comme la France, avec des organisations autonomes et un discours autonome. Si je prends par exemple l'acte fondateur de la sécurité sociale en France, c'est-à-dire la décision que prend Croizat, ministre communiste, responsable CGT, lorsqu'il mobilise la CGT dans le premier semestre 1946, de doubler le taux de cotisation. Il était de 16%, il passe à 32%.
La création de la sécurité sociale, c'est ça. Les caisses, c'est les caisses d'assurance sociale. Quand on regarde les caisses de 1945, c'est les salariés et les administrateurs des caisses d'assurance sociale nés en 1930. Il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. La nouveauté, c'est le geste politique fondamental de doubler le taux de cotisation, c'est-à-dire d'attribuer de la valeur économique à l'activité de soins, qui jusqu'ici n'avait pas de valeur économique, qui était considérée comme une activité utile. D'attribuer de la valeur économique, puisque c'est l'essentiel de la sécurité sociale en France en 1945, à l'éducation des enfants, qui était jusque-là une activité utile, productrice de valeur d'usage, mais pas productrice de valeur économique. Et cet acte a été possible, non pas parce qu'il était pensé comme tel, et c'est là que je rejoins entièrement ce que dit Mathieu sur le processus d'émancipation. Il n'y avait pas de projet de construire une alternative à la Convention capitaliste du travail dans le monde syndical, en aucun cas. Il y a eu des actes qui ont constitué un en-soi subversif, éventuellement à l'initiative patronale. Les cotisations d'allocation familiale, je pourrais en faire l'histoire dans le débat si vous le voulez, c'est une initiative patronale en réponse à la revendication salariale de hausse du salaire. C'est donc bien le conflit sur le salaire qui le génère, mais l'initiative en tant que telle est patronale. Donc nous avons un en-soi qui n'est pas nécessairement un pour-soi, sauf que la classe existe parce qu'elle est pour soi dans d'autres champs que celui qu'elle est en train de mettre en place de façon pragmatique. Comment constituer un salariat comme classe révolutionnaire aujourd'hui, où nous avons un en-soi révolutionnaire infiniment plus important que 1945, du fait de la place massive de la convention salariale de valeur dans nos PIB, la moitié de nos PIB. Je termine. Cela suppose, là, que les bagarres sur l'en-soi, c'est-à-dire le devenir du régime de retraite face au projet réformateur, le devenir de la cotisation face au projet de fiscalisation, le devenir du salaire direct de la qualification face au projet d'employabilité, de sécurisation des parcours professionnels, enfin, etc. Je fais allusion à tout ce qui est aujourd'hui l'enjeu de la lutte de classe, précisément. Si, autour de ces institutions du salaire, qui peuvent regrouper des tas de catégories sociales, et vous voyez que la classe ne se constitue pas par un agglomérat de catégories sociales. La classe se constitue autour d'institutions anticapitalistes. Il ne sera possible de généraliser ces institutions, une possibilité qui est offerte par l'offensive réformatrice, précisément. Il ne sera possible de les généraliser que si ces institutions sont assumées pour leur caractère anticapitaliste. Je vais donner un exemple pour finir. Nous avons constitué la pension non pas comme j'ai cotisé, j'ai droit, ce qui est le projet réformateur, ce qui est la réalité suédoise par exemple, mais autour de à 60 ans, c'est même à 55 ans dans la revendication de la CGT en 1995, à 55 ans, j'ai droit au salaire à vie. La qualification qui était jusqu'ici celle de mon poste devient la mienne. Le terme central de la construction du dispositif, c'est taux de remplacement. Il ne sera possible d'assumer, oui, cette nouveauté. Tu abuses. D'accord, ok, ben j'arrête alors. Bon.